L'alimentation. Alors là, on fait des signes. Je pense que je suis trop serrée peut-être dans mes chiffres, mais ça, évidemment, c'est beaucoup. C'est probablement beaucoup. Mais écoutez, comme je vous mentionnais, fiez-vous aux chiffres de votre médecin. Moi, c'est des chiffres qui sont plus théoriques. C'est pas mon domaine, donc je l'avoue, fiez-vous aux chiffres de votre médecin. Au niveau de l'alimentation, puis du style de vie, il y a des choses qu'on peut faire quand même pour améliorer. Alors, d'avoir l'alimentation équilibrée, de faire attention au sucre, évidemment, et au gras, de faire attention au poids, puis éventuellement consulter une diététicienne pourra nous aider aussi à essayer d'avoir un contrôle de la glycémie le plus serré possible, puis éventuellement avoir le moins de problèmes possible avec nos polyneuropathies. L'activité physique va avoir une importance. C'est peut-être pas de dire faire une quantité astronomique dans une journée puis être à terre pendant une semaine de temps. C'est peut-être plus la régularité qui est importante. Juste 30 minutes par jour, ça peut être suffisant pour réussir à quand même avoir une bonne condition, puis de garder une certaine forme physique. Puis ça va aider aussi à votre contrôle au niveau du diabète. Quand on est obligé de traiter, si malheureusement la polyneuropathie est présente, puis qu'il faut la traiter, on a différents outils qu'on peut offrir. Au niveau médical, pour la douleur neuropathique en général, on a beaucoup d'outils. Ce ne sont pas tous des outils qui s'appliquent au diabète, mais on en a quand même qui peuvent être utilisables. Alors, on a ce qu'on appelle des outils physiques. Ça, c'est tout ce qui a trait à physiothérapie, ergothérapie. Donc, on a des thérapies de désensibilisation, il y a des neurostimulateurs qui peuvent être utilisés. Ça s'applique un peu moins au diabète, admettons-le, mais quand même, il y a certaines interventions au niveau physique qui peuvent être utilisées. Au niveau interventionnel, moi, je suis anesthésiste, je fais des piqûres. Donc, je peux faire beaucoup de types d'interventions, exemple dans les hernies discales, les névralgies d'Arnold, il y a différents problèmes pour lesquels on peut faire des infiltrations. Je vais être honnête avec vous, en polyneuropathie, il n'y en a pas d'intervention en termes d'infiltration qui peuvent être utiles. Au niveau des nerfs périphériques, on ne peut pas aller piquer tous les petits nerfs pour essayer de les engourdir, ça ne marchera pas. Donc, comme tel, ces piqûres-là, au niveau des jambes, comme telles, n'auront pas un gros rôle lorsqu'il s'agit d'une polyneuropathie diabétique. Même chose pour les chirurgies de décompression. Écoutez, j'ai vu une étude où un chirurgien allait libérer petit nerf par petit nerf, les nerfs périphériques au niveau des jambes. Il prétend avoir des bons résultats. Écoutez, il y a une étude qui est sortie. Moi, je vous suggère d'attendre avant d'aller consulter ce docteur-là. Je pense que ça va être important d'avoir un peu plus d'études puis un peu plus de recul avant de considérer la chirurgie comme une option possible. On va avoir aussi des approches psychologiques parce que oui, comme je vous le mentionnais, 30 à 60 des gens qui ont de la douleur chronique peuvent être déprimés. Donc, à un moment donné, ça pourrait être des choses qui pourraient être utiles, ne serait-ce qu'à faire de la relaxation, de l'hypnose ou autre. Ça peut être des outils qui peuvent être utiles. Plus souvent qu'autrement, quand on a à traiter toutefois les polyneuropathies diabétiques, plus souvent qu'autrement, on va devoir introduire de la médication. Donc, dans la médication, on a différents produits. Dans ces produits-là, vous allez être surpris. Parce que ce n'est pas des produits à lesquels on s'attend pour traiter la douleur. Si je vous dis, je vais vous donner un antidépresseur pour votre douleur neuropathique, est-ce que vous pourriez avoir l'impression que je présume ou que je pense que c'est dans votre tête et que je veux traiter une dépression? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un facteur? Est-ce que vous me croyez toutefois si je vous dis que si je vous en prescris, c'est pour la douleur? Et que je suis... Vous ne me croirez pas? Je suis convaincante, madame. Je peux réussir à vous convaincre, puis à vous expliquer pourquoi un antidépresseur fonctionne pour la douleur. L'antidépresseur va fonctionner parce qu'il va jouer sur certaines hormones qui balancent la régulation de la douleur au niveau de la sérotonine et de la noradrénaline, et je vous assure que pour certains patients, ça peut faire un miracle au niveau de leur douleur chronique. Donc oui, ça peut fonctionner. Et si on vous le prescrit, et si on vous l'offre, et si on vous dit que c'est pour la douleur, croyez votre docteur. Parce qu'effectivement, c'est un produit qu'on peut utiliser pour ça. Au niveau médical, ce qu'on appelle les co-analgésiques, c'est des médicaments qui ont été développés pour autre chose que traiter la douleur, mais chez qui, accidentellement, on a découvert que ça marche pour la douleur. Puis on en a plusieurs comme ça, des produits qui fonctionnent pour différentes choses. La quinine, c'est un produit pour la malaria. Bien, c'est efficace pour les crampes dans les mollets, ça, madame, c'est remarquable. Et si on vous le prescrit au Canada, c'est pour les crampes aux mollets, c'est certainement pas pour la malaria.
Alors, si je vous dis que des antidépresseurs fonctionnent pour la douleur, vous pouvez me croire. À présent, si je vous le donne après une douleur pour une appendicite, ça ne fonctionnera pas. Si je vous le donne pour une douleur suite à une fracture, ça ne fonctionnera pas. Mais si je la donne dans une douleur neuropathique, ça fonctionne. Parce que c'est spécifique à ce type de douleur-là. Donc, je ne vous donnerai pas un antidépresseur suite à un infarctus ou suite à une fracture pour traiter la douleur. Mais en douleur neuropathique, oui, ça va fonctionner. Les antiépileptiques, me croyez-vous maintenant que je peux en donner pour la douleur? Oui. Et je peux vous dire que oui, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi. La douleur neuropathique, c'est un dommage sur un nerf comme n'importe quel autre dommage sur un nerf. Un patient épileptique, c'est qu'il y a un dommage au niveau d'un nerf, au niveau du cerveau, qui, à un moment donné, devient tellement important, ça part en crise, puis la personne fait une crise d'épilepsie. Si j'ai un médicament qui est capable de stabiliser la membrane de ces neurones-là et faire en sorte qu'on bloque la douleur les crises d'épilepsie, bien, si vous avez un nerf au niveau de la jambe, qui lui aussi se met à décharger pour envoyer de la douleur, bien, le même médicament va réussir à stabiliser la membrane de ce nerf-là au niveau des jambes, puis va réussir à contrôler votre douleur. Donc, votre antiépileptique va fonctionner pour le traitement de la douleur. Et c'est normal, c'est physiologique, et on vous le donne pour ça, pas parce qu'on pense que vous êtes épileptique, et pas parce qu'on pense que vous allez le devenir, puis vous ne le deviendrez pas si vous en prenez de toute façon. OK? Donc, comme tel, ces produits-là, oui, ça va fonctionner pour la douleur. Les cannabinoïdes, ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que le cannabis pourrait m'aider? Parce que ça, docteur, c'est naturel, hein? Ça ne me causera aucun problème. C'est naturel. C'est tellement bon, les produits naturels. Écoutez, je ne suis pas contre les produits naturels. D'accord? La morphine, c'est naturel, pour vous dire. Alors, comme tel, on n'est pas contre les produits naturels. Et il peut y avoir une place, effectivement, puis effectivement, les cannabinoïdes peuvent avoir une certaine utilité. Donc, pour la douleur neuropathique, ne soyez pas surpris si un jour on vous propose les antidépresseurs, les antiépileptiques, des cannabinoïdes. Les narcotiques, ils sont ici en fin de ligne. On ne les met pas en première ligne parce qu'on s'est rendu compte qu'en douleurs neuropathiques, ils sont moins efficaces. Quand je vous ai montré mon tableau des douleurs inflammatoires et les douleurs neuropathiques de l'autre bord, les opioïdes, ils fonctionnent en douleurs inflammatoires. Ils fonctionnent très bien en douleur inflammatoire. D'ailleurs, si vous avez une fracture, c'est des narcotiques qu'on va vous donner. Mais si vous avez une douleur neuropathique, ça va être des antiépileptiques, antidépresseurs qu'on va vous donner à ce moment-là. Les narcotiques peuvent marcher. Ce n'est pas que je veux dire qu'ils ne fonctionnent pas. Ils peuvent fonctionner, mais vous allez être obligé de prendre des grosses doses. Puis en prenant des grosses doses, il peut y avoir plus d'effets secondaires. C'est un peu ça le problème des narcotiques. Alors, quand on a fait toutes ces démarches-là, c'est-à-dire vous avez rencontré votre médecin, il y a eu des traitements qui ont été essayés, puis tout ça, il y a d'autres ressources qui existent. Parmi les ressources que vous avez, bien, vous avez une association qui est extrêmement dynamique, qui compte déjà un grand nombre de patients, au-dessus de combien? 30 000, vous m'aviez dit? 30 000 membres, c'est une énorme association. 55 ans d'existence cette année, 50 ans avec votre journal pour vous informer. C'est une énorme association. Des ressources, vous en avez. C'est grâce à eux, à vrai dire, qu'on est ici aujourd'hui puis qu'on peut parler au niveau de la douleur. Donc, c'est une ressource qui peut être importante à aller chercher. Il y a des programmes aussi de formation pour les gens qui viennent d'être diagnostiqués diabétiques au niveau des CLSC, au niveau des hôpitaux, et même à l'association, il peut y avoir des programmes aussi de formation. Donc, c'est important de s'informer et mieux vaut prévenir et de savoir exactement qu'est-ce qui peut se passer. Puis, si jamais la douleur neuropathique commence à apparaître, bien, c'est de la diagnostiquer vite, puis d'en parler à votre médecin, qui va être probablement votre meilleur atout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on a de la douleur chronique? Parce qu'il y a des associations pour tout. Alors, il y a une association pour la douleur chronique aussi. Je suis vice-présidente de l'Association de la douleur chronique au Québec, qui est l'AQDC. Le site web est là aussi, c'est douleurchronique.org. Donc, il y a des informations. Vous pouvez aller chercher des informations, des textes qui concernent la douleur chronique sur cette association-là. Vous pouvez aussi en être membre. On peut être membre de 2 associations. J'ai demandé la permission à M. Arras, puis il nous a dit que oui, on pouvait devenir membre de 2 associations. Donc, comme tel, ça peut aider
au développement. Ça peut aider à faire des pressions au niveau du gouvernement, puis éventuellement que les choses s'améliorent pour les gens qui ont à la fois de la douleur chronique et évidemment du diabète. Alors, en résumé, le diabète, c'est une maladie qui peut causer malheureusement des problèmes de circulation, des problèmes microvasculaires. On a vu aussi que ça peut être des problèmes macrovasculaires, c'est-à-dire les petits vaisseaux et les gros vaisseaux. Puis malheureusement, à cause de ça, il y a des dommages qui peuvent survenir. Parmi les complications, on va avoir cette fameuse polyneuropathie parce que les nerfs vont avoir été endommagés. On aura la perte de sensibilité, puis éventuellement la douleur qui va apparaître. Il y a plusieurs autres systèmes qui peuvent être atteints, on l'a vu aussi, la rétine, l'estomac, les organes sexuels. Donc, il y a plusieurs systèmes qui peuvent être touchés et qui vont contribuer, ni plus ni moins, à transmettre l'information pour les problèmes douloureux. Les objectifs du traitement comme tel, pour essayer d'aider la polyneuropathie diabétique, c'est d'essayer d'avoir un contrôle le plus approprié possible au niveau de nos glycémies, de consulter rapidement votre médecin. Puis, si jamais on vous propose un antidépresseur, bien, peut-être que ça pourra vous aider. Je vous encourage à avoir de l'esprit ouvert à ces différentes options thérapeutiques-là. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Et puis, les traitements, bon, il y a plusieurs approches. Il y a des approches pharmacologiques puis des approches non pharmacologiques. Comme je vous dis, il s'agit de consulter pour voir qu'est-ce qu'il y a disponible. Donc, ce qui est important, c'est d'en parler à votre médecin. À présent, votre association a développé un petit outil qui vous a été distribué. Cet outil-là, c'est tout simplement un petit guide qui vous permettra de préparer l'entrevue avec le médecin. Avez-vous déjà essayé de décrire votre douleur à un médecin? Oui. C'est pas évident, hein, n'est-ce pas? Est-ce que ça pique, ça chauffe, ça brûle, ça élance, ça étire, ça tord? Écoutez, des expressions, là, il y en a une bonne trentaine là, qui ont été répertoriées. C'est pas simple à décrire notre douleur. Puis tantôt, je vous disais que le médecin, c'est souvent à partir du questionnaire puis de l'examen physique qui va se faire une idée. Donc, si vous êtes capable de décrire le plus fidèlement possible, bien, ça va aider nécessairement votre médecin. Donc, vous avez, dans le petit questionnaire, des outils qui permettent de décrire la douleur, l'intensité, où elle se situe. Puis ça, c'est à peine quelques questions. Ça peut être utile au médecin pour pouvoir informer adéquatement le médecin. Une feuille simple comme ça, ça va être utile à votre médecin. Une petite suggestion, parce que je suis, moi, le médecin, n'arrivez pas avec un cartable, ça d'épais. Ça inquiète toujours un peu. L'information, c'est utile, mais il faut la restreindre un peu. Sinon, je vais vous dire, quand tu arrives, tu dis, ben, écoutez, madame, je vais le lire un peu plus tard. Tu n'as pas le temps. Quand il y en a trop, des fois, c'est pas plus utile que pas assez. Mais ça, là, une feuille comme ça a été très bien fait, ça a été préparé, puis ça peut être utile. Donc, je vous encourage à le faire. Fait que, moi, de mon côté, j'aurais terminé. Je suis prête à essayer de répondre à vos questions. Alors, M. Arens va reprendre la parole, contrôler un petit peu l'entrevue. Puis, évidemment, bien, vu qu'on termine, je crois, à 8h30, donc ça nous donne à peu près une demi-heure pour pouvoir répondre aux questions. Donc, on va essayer d'y répondre. Un petit détail avant la période, puis je ne voudrais pas mettre personne mal à l'aise, c'est que vous comprendrez que je ne peux pas répondre à des questions personnelles. C'est-à-dire que souvent, parfois, les gens disent, bien, je vais en profiter, puis je vais essayer de répondre. Tu sais, 6 mois d'attente pour le docteur, tu sais, je comprends que c'est long. Mais malheureusement, à cause des questions de confidentialité et des choses comme ça, je ne peux pas répondre à des questions. Donc, à des questions personnelles. Ça doit être des questions plus générales. Puis, pour le respect pour tout le monde, il faudrait s'en tenir à ça.